nous, c'est un 19. Ça a fonctionné. Tous les 19, on rend hommage à la Belgique soit buvant une bière, soit en mangeant des frites. Et c'est un truc qui est hyper important pour nous, pour qu'on achète tous les 19. Déjà, mon fils, maintenant qu'il est là, peut manger des frites avec nous et qu'on lui raconte pourquoi on mange des frites et que ça ne devienne pas un tabou, enfin en tout cas, soit quelque chose de dit. S'il y a un match et qu'il y a la Belgique, on se dit oh de base on est pour les Belges obligatoirement, voilà, sans aucune raison parce que en fait voilà, mais voilà, on est un peu fan de la Belgique. Bienvenue sur Casse & Pause, le podcast qui soutient les parents en Ille-et-Vilaine en parlant de maternité et de parentalité dans toutes ses formes, pour ensoleiller le quotidien lourd et apporter le rire, l'espoir et l'empathie qui peuvent parfois cruellement te manquer. Je suis Kérianne Pierre, doula et accompagnante parentale du côté de Rennes. Casse & Pause, ça vient du créole mauricien et ça veut aussi dire quelque chose en breton. Ici, tu vas te relaxer, en créole mauricien, et t'envoler en parole, en breton donc. Ici, ta parole compte. Elle est importante. Bienvenue sur Casse & Pause. Bonjour Élise, bienvenue sur Casse & Pause. Bonjour. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui. On va discuter d'un sujet qui est assez important. Ouais. Je dis souvent ça, mais c'est toujours important, je trouve. On va parler du parcours du PMA que tu as vécu avec ta compagne. D'abord, je te laisse te présenter. Eh ben, moi, c'est Élise. J'ai 34 ans, ça m'importe un peu de le dire. Voilà, je suis rennaise d'origine, passionnée de tout un tas de choses, et lesbienne, parce que c'est important aussi de le dire, de poser les mots là-dessus. Aujourd'hui, tu es maman d'un petit garçon. Ouais, c'est ça. Quel âge ? Il a 1 an et demi. Maintenant. Déjà. Ouais. Ça pose vite. Clairement. Quand on a échangé la première fois, tu m'as raconté ton parcours, j'avais trouvé ça très long et en même temps tu me disais que c'était pas si long que ça. C'est un parcours qui est pas simple, le parcours de la PMA. Est-ce que tu veux déjà nous en parler un peu ? Oui, je peux. C'est en effet un parcours qui peut être plus ou moins complexe, en effet, selon les familles, selon les personnes. Moi, j'avais un désir de maternité depuis un petit moment, on va dire après le Covid, en fait, ou pendant le Covid, que j'ai partagé avec ma partenaire. Et en fait, la loi de bioéthique est sortie à ce moment-là, fin Covid. Et du coup, tout était aussi possible, en fait, pour nous à ce moment-là. En tout cas en France. Et donc ça a un peu accéléré les choses parce qu'on s'est dit ok, c'est le moment d'y aller et c'est parti, on entame les démarches. Du coup la PMA s'est lancée comme ça par 2 appels téléphoniques. Okay. Un appel téléphonique au Sécos à Rennes et puis un appel téléphonique à une clinique belge. Suite à ça, on a eu un premier rendez-vous en Belgique en visio au mois de mai. Donc on les avait appelés en janvier. Et un rendez-vous en décembre pour la France. Ah oui. Un délai un peu plus important. Même pour la Belgique, on était assez étonnés du délai. Mais voilà, ce qui laissait le temps de faire tous les examens en fait préconisés entre les deux, entre le moment de l'appel téléphonique et cette visio. Et le temps pour nous de faire le choix entre la France et la Belgique. Donc notre choix, il s'est porté envers la Belgique. Suite surtout à la visio qui s'est très bien passée. Avec la gynécologue du coup qui nous suivait là-bas. Et moi, tous mes examens étaient faits. Et du coup, pour elle, c'était le top départ de la PMA. Et je crois qu'on l'a eu en visio un 3 mai. Et je lui ai dit, mais en fait, je vais bientôt avoir mes règles. Est-ce que c'est OK qu'on vienne en fait, pendant ce mois, quoi. Elle m'a dit, pas de souci. Et donc, fin mai, on était en Belgique, en fait. Ouais. Donc ça allait vite. Ça allait très vite. Ouais, ça allait très vite. Et comment ça s'est passé, juste pour qu'on voit la différence avec la rencontre avec Rennes ? Alors, à Rennes, nous, on l'a fait quand même. En décembre, j'étais enceinte, du coup. Tellement c'est long. J'ai eu le temps d'être enceinte. Mais alors, on a eu juste le premier rendez-vous, puisque du coup, on n'a pas fait les démarches nécessaires. En fait, les démarches qu'on a faites, c'est qu'on a rencontré... Ça doit être une infirmière psy, je pense. Sage-femme, je suis pas certaine. J'aurais dit infirmière psy ou sage-femme. En tout cas, une première personne qui nous a rencontrés, qui nous a expliqué un petit peu le parcours en France.
les examens qu'elle allait à faire, voilà. Mais très vite, en fait, on lui a dit, mais en fait, moi, je suis enceinte d'un mois, un petit peu plus d'un mois. Et là, elle m'a dit, ah, mais c'est pas possible, on ne pourra pas faire une démarche PMA, voilà, maintenant. Je comprends bien. Pas de souci. Et du coup, on a changé de nom. La seule chose qu'on a faite, c'est que ma compagne, du coup, a pris le relais du dossier. Donc comme ça, ils ont pu nous rencontrer. La première, on aura pu refaire ce rendez-vous-là si on veut une prochaine PMA pour ma compagne, quoi. Donc ils ont switché les dossiers. Ouais, les dossiers. Okay. Ils ont accepté de faire ça. Comme l'administration française, c'était waouh, comment on va faire ça? Ça va être très compliqué. Mais ils ont réussi. Finalement, ouais, ça l'a fait. Voilà, donc ça nous a permis de connaître un tout petit peu le Sécos à Rennes. Ce sera pour une prochaine étape pour nous. Okay. Donc là, si on revient sur cette étape, donc d'il y a plus de 2 ans maintenant. Ouais. Donc la Belgique, plusieurs allers-retours, si je me trompe pas. Ouais, on en a fait 4. 4, hein, c'est ça. Ouais. Donc toi, tu n'es pas tombée enceinte tout de suite, hein, il me semble. Non. Alors, déjà, suite au rendez-vous, aux examens médicaux qu'on a fait, en gros, ils prescrivent un peu quel type de PMA on va avoir, quoi. Oui. Donc, moi, j'avais plutôt de bons résultats, pas de difficulté, en tout cas, visible. Donc, ils nous ont conseillé une insémination classique. Ça se fait plus facilement, du coup, qu'une FIV ou que d'autres types d'insémination. Et donc, du coup, on est allé au mois de mai. Donc en fait on a des rendez-vous, donc on les prévient du moment où on a nos règles, ils nous disent très bien, c'est le premier jour, ok, allez faire des examens, une écho endovaginale en gros, à partir de 7 jours, à partir de vos règles, voilà, et des prises de sang. Et donc on fait ça 7 à 10 jours après nos règles, quasiment tous les jours, pour voir l'évolution de l'ovulation. Et quand c'est bon, en fait, eux, ils ont les examens, bien sûr, en parallèle, et ils nous disent, bah ok, demain, 10h, vous êtes là, quoi. Ouais. Donc, il est 17h, et on se dit, ok, on prend la voiture et on fonce, quoi. Voilà, donc au mois de mai, ça s'est fait comme ça. Et puis, on a rendez-vous à 10h, à 10h05, on est sortis. C'est fait. C'est vraiment, ils sont très organisés déjà en Belgique. Ouais. Et puis en fait, c'est une insémination, donc en fait, ça va très vite, quoi. On remplit des papiers, on dit bonjour au gynéco, et puis au revoir, et c'est fait, quoi. Ouais. Donc on a subi un premier échec donc fin mai. 2023, voilà. On est bien 2023. 2022. Oh, 2022. Ouais, 2022, du coup. On est retourné en juin, et on est retourné en juillet. Et là, j'ai fait une grossesse extra-utérine. Du coup, on n'a pas eu le droit de revenir avant 3 mois pour que les produits qu'ils nous avaient injectés ne soient pas trop violents pour le prochain embryon. Donc, on est retourné. La 4e fois a été en novembre 2022 et c'était la bonne. Du coup, enfin. Et ces allers-retours, tu me disais, c'est quelque chose quand même qui était assez lourd, hein, parce que finalement, tu pars la veille, tu arrêtes tout de suite, t'accompagnes aussi. Ouais, c'est ça. En fait, alors on a un droit qui est pas si dégueu en France là-dessus. C'est-à-dire que la personne qui porte a le droit de prendre tous les jours de congé qu'elle a besoin, sans justificatif, sans nombre, il n'y a pas de compteur du nombre de jours, juste des jours qui sont bien liés à la PMA. Et le conjoint ou la conjointe a le droit à 3 jours par essai aussi, sans justificatif. Donc nous, on a dû informer en effet nos employeurs de ça, parce qu'en fait, en effet, moi j'avais beaucoup de déplacements en France, c'est de dire, parce qu'après, au bout d'un moment, on estime un peu les périodes où on ne sera pas là. On dit, moi, là, ça ne sert à rien que je parte à Marseille, parce qu'en fait... moi, je vais devoir être amenée à partir en Belgique à ce moment-là, quoi. Donc voilà, on a eu des employeurs assez cool là-dessus, plutôt compréhensifs, et voilà. Donc oui, c'est-à-dire que moi, à 17h, j'appelais ma chef et je disais, demain, je viens pas travailler, je pars en Belgique, quoi. Et donc, au mois de mai, ça nous a vraiment fait bizarre. La toute première fois, on s'est dit, mais comment on fait ? On a regardé les trains, les vols, en fait, il n'y a rien qui correspondait. Et en fait, on s'est dit, mais non, le plus simple, c'est on prend la voiture et on y va, quoi. Et à la fin, en novembre, en tout cas, c'était devenu une routine, quoi. On savait à quel moment on s'arrêtait, quelle aire d'autoroute on prenait. C'est très... ça devient... c'est lourd.
Mais ça devient un peu un moment à nous, quoi, oui. qui nous appartenait vraiment. Ce moment-là, t'arrêterais dans la même friterie à chaque fois. Fallait. Mais en fait, on passait tellement peu de temps en Belgique que du coup, parce qu'on rentrait le soir directement et on se disait, en fait, aussi qu'on en fasse quelque chose de chouette. Et je pense qu'on en a fait quelque chose de chouette parce qu'on est retourné en Belgique il y a peu de temps, et en pèlerinage, voilà. Et c'est vrai que ça nous amuse beaucoup de refaire ce trajet en voiture. On n'a pas pu le faire autrement, alors que là, c'était vraiment des vacances, on aurait pu le faire autrement, mais non. On a refait la voiture. Ouais, c'est quelque chose d'important. Ouais, c'est ça, qui nous appartient vraiment, ce temps de voiture avec les playlists, tout. Enfin, voilà, c'est vraiment un truc. On passe rarement 18 heures dans une voiture aller-retour en 24 heures, quoi. Enfin, voilà. Donc c'était chouette. C'est très fatigant. Juillet, on était très très fatigués toutes les deux sur ces déplacements-là parce que à côté on a nos vies pro, nos vies perso. On a loupé 2 concerts parce que on n'était pas si bonnes dans les dates, en fait. On se disait, oh, si ça passe. Non, c'est pas passé. À chaque fois, c'était, vous venez ce soir. Dommage. Bon, voilà. mais ouais, ça fait partie de l'aventure, en tout cas pour nous. Et donc là, en décembre, tu es en 2022, décembre 2022, tu es enceinte de ton fils. Comment ça se passe, cette grossesse ? Globalement, en vrai, elle se passe bien. On a eu quelques frayeurs parce qu'on trouve toujours quelque chose qui va pas quand on cherche dur et voilà, on avait des petites frayeurs mais avec des examens médicaux du coup plus poussés et puis voilà, en fait non, en fait il y a rien. Bon très bien, il y a rien. Et j'ai pas été trop impactée comme tous, on va dire, qui sont enceintes, des douleurs générales, on va dire, mais globalement ça s'est bien passé. En fait, je continue à marcher beaucoup. Ça m'a pas freinée dans beaucoup de choses. Et du coup, ça, j'en étais assez contente de dire, non, je peux toujours continuer à conduire, à marcher. J'ai arrêté la moto quand même, fallait pas déconner. Mais voilà, en fait, c'est cool, quoi. On le fait un peu plus au ralenti, mais en vrai, ça m'a pas empêché de grand-chose et du coup, plutôt bien vécu. Une belle expérience, quoi. Ouais, je referai peut-être pas, mais... C'est intéressant, du coup. Ouais, je le referai pas. Nous, on a cette chance, du coup, c'est pouvoir partager la maternité, si bien sûr les deux le souhaitent. Je le referai pas, parce que déjà, moi, c'était pas quelque chose au début que je souhaitais, parce que j'ai eu des longs soucis d'anorexie. Du coup, c'était très compliqué de me voir grossir, même si mon cerveau a un peu... accepté pendant ces 9 mois tout ça. Le retour a été un peu plus difficile. Mais voilà, je me dis, je laisserai ça à d'autres. Si ta partenaire le souhaite. Oui, elle le souhaite. Okay. Donc cette fin de grossesse, comment ça s'est passé ? Est-ce que du coup là tu étais dans une clinique à Rennes, il me semble ? Ouais. Est-ce que tu as été bien accompagnée par les professionnels de santé ? Ouais. En fait, nous, on n'avait pas trop un choix de clinique. Voilà. Mais quand j'ai fait la grossesse extra-utérine, on a été accompagnés par la sagesse. Et bien accompagnés, en fait, sur cet épisode-là, autant médicalement que psychologiquement. Et du coup, on s'est dit, ok, c'est un signe, on s'y sent bien. J'y suis allée quand même beaucoup de fois, donc du coup, c'était un peu, on retourne à la maison, quoi. C'était un peu, ok. Là, on commence à avoir nos habitudes, c'est bien, ça va être bien là-bas. Et en effet, ça s'est très bien passé. On est tombé sur une équipe qui était chouette, qui nous a... en tout cas, on n'a pas eu de remarques au fait qu'on soit 2 femmes, déjà. Et puis au-delà de ça, on est tombé sur des sages-femmes qui étaient assez cool et déstressantes envers nous, qui étions plutôt des personnes assez stressées. À partir du moment où on l'avait dans les bras, c'était... un monde qui s'ouvrait à nous et du coup à un moment je me rappelle d'une sage-femme qui était venue nous voir très tard la nuit et qui nous avait dit mais arrêtez de vous mettre la pression, faut être cool quoi maintenant, arrêtez quoi. Et en fait ça nous a fait du bien de l'entendre, elles ont été vraiment là, du coup on était contentes d'avoir choisi cette clinique. Ça vous a fait du bien toutes les deux? Ouais complètement. Et ce retour après à la maison, tout ça à 3, tu t'en souviens un peu? Moi je m'en souviens. Alors je pense qu'on n'a pas le même regard entre ma compagne et moi, même sur l'accouchement. Il y a plein de choses que moi, j'ai pas du tout vécues. J'ai complètement zappé, en fait. Voilà. Elle a vraiment une autre histoire. Mais moi, le retour, il a été très compliqué.
parce que avant l'accouchement, je pouvais vraiment tout faire. Ça m'a vraiment pas bloqué pour grand-chose. Et là, je m'étais pris un camion de 33 tonnes et du coup, j'étais mais comment ça, je peux difficilement marcher. J'ai fait une hémorragie, donc du coup, j'avais aussi manque de fer. Enfin, du coup, voilà, avec des piqûres aussi tous les jours. Donc c'était un petit peu on m'empêche mon corps m'empêche de faire comme avant. Et je pensais vraiment que voilà, j'avais accouché, hop, on revenait 2 jours avant, quoi. Enfin, Élise d'avant, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, non. Et du coup, c'était très dur parce que mon corps avait bien accepté tant qu'il y avait un bébé. Et quand j'ai vu qu'il n'y avait plus de bébé, mais que mon corps n'était plus celui d'avant, c'était très difficile pour moi. Du coup, des périodes pas simples. Voilà, avec beaucoup d'interrogations, on se remettait beaucoup en question sur comment il dormait, comment il mangeait. Il a fait aussi une allergie aux protéines de lait de vache. Donc ça a mis un petit peu de temps à savoir. Donc on ne comprenait pas pourquoi il ne mangeait pas. Parce que toi, tu allaitais? Non, j'ai pas allaité. C'était pas du tout un choix. Et ma compagne non plus. Elle aurait pu, oui. Ouais. Mais non. Donc voilà, avec des difficultés qui se rajoutaient. Donc, le premier mois a été... laborieux peut-être un peu. Ouais, a été compliqué. Compliqué. Mais du coup, après, c'est de prendre le déclic et de se dire, ok, moi, au niveau de l'anorexie, il faut que je reprenne contact avec ma psycho, parce qu'en fait, je voyais que tout m'échappait, et que ma compagne m'alertait en disant, tu reprends des mauvaises habitudes, c'est pas bon, fais attention à comment tu en parles, enfin, voilà. Donc ça m'a refait du bien, enfin, en fait, on a remis en place des choses pour que tout reprenne un peu un cours à peu près normal, quoi. Ouais. En même temps, c'est une période assez complexe, le postpartum. Ouais, complètement, ouais. Je m'attendais vraiment pas à ça. Autant, j'avais vraiment pas peur de l'accouchement. Et la preuve, c'est que ça s'est plutôt bien passé. Enfin, voilà, vraiment pas peur du tout de ça. Et pourtant, on nous avait préparé quand même. Après, c'est compliqué. Mais je m'y attendais pas que ce soit autant difficile. Physiquement, en tout cas. Ouais. Ça s'est fait. Donc, on parlait du fait que tu étais en licenciement économique. Moi, j'étais en licenciement économique à ce moment-là, donc j'avais pas de pression à retrouver un travail, ou enfin en tout cas de reprendre le travail au bout de 2 mois et demi ou quelque chose comme ça pour tout le monde. Mais en fait, ça m'a fait, retrouver un travail m'a quand même, au bout de 5 mois, m'a quand même fait du bien psychologiquement de voir autre chose. C'était très difficile aussi de le quitter, parce que du coup on le confiait là à une asthmate. Voilà, c'était quand même aussi... moi, je l'avais pas quitté pendant 5 mois, donc du coup, c'était très difficile de le mettre à confier à quelqu'un d'autre. Mais avec le recul maintenant, je me dis oui, je pense que c'était sûrement bien pour lui, j'imagine, je l'espère, mais aussi bien pour moi. Je pense qu'en tout cas, de mon côté, il a eu une maman un peu plus épanouie, un peu plus... qui se posait un peu moins de questions du coup, parce que j'avais moins le temps de me poser de questions sur 1000 questions sur lui, et donc du coup je faisais plus à l'instinct, quoi. Et donc tu me disais que vous étiez toutes les deux à 80%. Ouais, on a toutes les deux changé de travail au moment où il est arrivé, parce qu'on voulait pas qu'il soit de à 8h à 18h30 gardé par quelqu'un d'autre. En fait. Et ça, fois 7 jours, quoi. Et en fait, du coup, on s'est dit non, on a envie de le voir le soir, on a envie de le voir le matin. Donc moi, tous les matins, je l'amène en poussette. Voilà, je prends ces 15 minutes à l'emmener en poussette chez son asthmate. Ma compagne, elle récupère tous les soirs en poussette ou en vélo. Enfin, voilà, pour nous, c'est un luxe, mais parce que économiquement, c'est un luxe de lui proposer ça. On proposera ça sûrement pas au prochain, mais là, on se dit ouais, c'est cool pour lui, quoi. Voilà. C'est intéressant que tu parles de luxe, parce qu'on en avait discuté sur la complexité, en fait, pour les personnes précaires de passer par le parcours PMA. Ouais. Et je trouvais que c'était un sujet qui te tenait un peu à cœur aussi. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus ? Tout simplement parce que la PMA, elle n'est pas gratuite. Alors, elle n'est pas gratuite pour les couples de femmes, en tout cas les gens qui passent par la reconnaissance conjointe anticipée, afin qu'on soit mère et mère auprès de l'état civil. On a besoin de faire cette reconnaissance conjointe, donc c'est un document notarié pour les couples de femmes, qui dit notaire, dit paiement de l'acte, alors que pour les couples hétérosexuels qui
dont souvent le père plutôt fait une reconnaissance auprès de la mairie, anticipée, et ben c'est gratuit, sans problème. Et nous, ça nous coûte 250 €, donc c'est quand même un montant qui n'est pas anodin, mais même si c'était 10 € en fait, déjà le principe est pas égalitaire. Les notaires se sont retrouvés à faire ça après la loi bioéthique, un peu, tiens, c'est à vous maintenant de faire ce truc-là. Nous, on est tombé sur une notaire qui était, en fait, on était sur mon premier acte, quoi. Enfin, du coup, elle a été chouette parce qu'elle nous a fait un prix, parce qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour que il n'y ait pas 2 actes, mais un acte. Enfin, voilà. Quand même, c'est une discrimination. Et pour en avoir parlé avec certains couples de femmes, c'est une question, en fait, qui passe par la France, donc c'est gratuit. Et du coup, c'est une question parce que cet acte-là, il n'est pas gratuit, quoi. Et donc, ça peut être un frein à la signer. Mais si on ne signe pas cet acte de reconnaissance anticipée, il faut adopter son enfant après pour l'autre personne, le coparent. Et du coup, on est aussi sur des coups de tribunaux. Enfin voilà. Et puis la loi rend possible qu'on soit directement avec un carnet de famille avec les mères et mères. Tant mieux. Enfin voilà, il faut pas cracher dessus, mais pas payant, quoi. Voilà. Après, le fait aussi que certaines types de PMA, dont la ROPA, n'existe pas en France, pousse certains couples de femmes à aller, au-delà de même juste le type de PMA, mais le délai pousse aussi des couples de femmes à aller hors France, en Europe. Et ça aussi, ça a un coût, puisqu'il y a le déplacement, mais aussi la PMA à l'étranger, elle est payante. Bien sûr. Donc c'est des vrais coûts financiers. Enfin, nous, on y a mis un petit paquet d'argent quand même à aller 4 fois en Belgique, quoi. Oui. Et de payer à chaque fois ces inséminations-là, quoi. Donc c'est aussi discriminant par rapport à ça. La PMA, elle est en train de, en tout cas pour les femmes seules et les couples de femmes, en train de se mettre en route en France maintenant. Je pense qu'il faudrait passer la vitesse supérieure et arrêter d'avoir 1 an et demi d'attente pour ces femmes-là ou pour les personnes racisées. Tout à fait. Merci Élise. Est-ce que du coup ça remonte, j'imagine que ça va remonter au niveau des assos LGBT? Ouais. Est-ce qu'il y a une raison d'ailleurs pour laquelle cet acte-là, c'est juste parce que c'est la loi bioéthique? Ouais. Nous, au centre de Rennes, on l'a mis dans on a des plateformes de revendication, on le met dans les plateformes de revendication, donc la marge des fiertés est là aussi pour ça, pour justement faire connaître toutes ces revendications-là. Maintenant, moi je m'y connais pas assez pour savoir quoi faire au niveau des ministères pour que ça change. Ça a été un choix, ce sera difficile, c'est un décret, donc difficile de revenir dessus. Si on n'a pas au gouvernement ou en tout cas en politique des gens qui mènent en fait ces actions-là pour dire non mais ça c'est juste plus possible, quoi. On peut pas avoir deux mêmes documents mais pas le même prix, et ne pas aller en mairie, c'est aussi ça veut dire quelque chose, quoi, d'aller chez un notaire. C'est pas du tout la même chose que d'aller en mairie, quoi. Une question de représentation finalement. Ouais, complètement. Et avec des notaires qui nous disent mais qu'est-ce qu'on a à faire de ça, quoi. C'est pas du tout notre nous, on a remercié notre notaire parce que voilà, elle a été chouette, elle nous a accompagnés, on lui a envoyé le faire-part de naissance, elle était très émue de ça. Mais c'est vrai qu'elle disait, j'espère qu'un jour je vous verrai plus, quoi. C'est pas le but, quoi. Enfin voilà. Parce que ça veut dire que voilà, vous avez un projet bébé numéro 2 à un moment donné. On devra repayer. Et ça sera à toi du coup d'aller faire la reconnaissance anticipée. Complètement. Et donc tu parlais tout à l'heure de 2 documents, c'est ça parfois? Vous avez 2 fois 250. Maintenant, on est plus autour de 150 parce qu'ils essayent de faire un document en un. Et il y a eu un décret, après nous, qui a fixé le coût de l'acte. Nous, c'était pas le cas. Ils n'avaient pas eu le temps de le sortir. Dommage. Ça n'empêche que... Ouais, c'est autour de 150 maintenant, à peu près, de faire cette reconnaissance. Ouais, mais c'est quand même un coût et c'est pas... Ouais. Et puis c'est hyper important parce que du coup ça protège les familles, c'est-à-dire que si moi qui porte l'enfant, on se sépare avec ma compagne pendant le fait que je sois enceinte, et ben elle a déjà des droits sur cet enfant, c'est-à-dire je peux pas partir en disant tu ne seras jamais tu ne seras jamais maman en fait, non, c'est trop tard. Donc ça protège beaucoup, c'est chouette d'avoir cet acte-là, c'est important
pour connaître des mères sociales qui ont été enlevées de leur enfant. Je me rends compte de cette chance-là et de l'importance de cette reconnaissance-là. Maintenant, il faut juste qu'elle soit la même pour tous. C'est vrai. Ouais. Merci beaucoup. Comme on parle d'un sujet quand même important, est-ce que toi, tu pourrais nous dire aussi par rapport à ce parcours que vous avez vécu toutes les deux, mais surtout toi, comment toi tu l'as vécu puisque tu as porté ton fils, votre fils. Qu'est-ce qui étaient quand même des choses à dire, des choses importantes. Donc là, évidemment, cette question de reconnaissance anticipée qui est quand même clairement discriminante. Est-ce qu'il y a des coups de gueule que tu as envie de poser là aujourd'hui et inversement, des choses sympas? Ouais, j'ai réfléchi en venant et je me dis, parce que je me disais, maintenant, il y a quand même beaucoup de gens qui disent que on n'a plus de discrimination, en tout cas pour les couples de femmes, que maintenant on a la PMA, quoi. Et en fait, parce qu'il y a beaucoup de militantes qui se sont aussi arrêtées de militer parce que ça y est, la PMA a été passée. Bon, déjà de 1, elle n'est pas pour toutes, puisque les personnes trans sont enlevées de cette PMA, déjà de fait. Mais surtout, du coup j'y pensais, ma conjointe n'a jamais été payée de son congé paternité parce que son employeur de l'époque ne comprenait pas comment elle pouvait avoir un congé paternité. Et donc mettait toujours maternité sur les documents. La CPAM refusait, bien sûr, puisque elle n'avait pas de congé maternité. Voilà, donc elle rappelait en disant non, il faudrait marquer paternité, accueil de l'enfant. Et non, jamais. Elle a bataillé beaucoup pendant quasiment 1 an. Et elle a eu 1 mois non payé. Enfin voilà, et une question qui ne se serait jamais posée pour un homme, un papa, quoi. Et jamais. Donc s'il y a encore de la discrimination claire, c'est pas si simple pour nous de faire valoir nos droits, même le nom de congé paternité, je sais que ça écorchait et accueil de l'enfant, mais ça écorchait quand même beaucoup ma compagne de le dire, parce qu'en fait, si elle disait un congé accueil de l'enfant, personne ne comprenait, donc elle disait oui, un congé paternité en fait, quoi. Ah oui, d'accord. Parce que la question était toujours mais toi en fait t'as des congés du coup? Oui, oui, j'ai un congé paternité, quoi. Et ça fait beaucoup rire les gens, mais du coup, c'est déjà un problème. Mais de pas se le faire payer est encore un autre sujet. Et nous, à la CAF, pareil, on a un compte commun parce que on habite ensemble, donc on a un compte commun. Et la CAF, c'était très compliqué de comprendre, mais qui était enceinte, voilà. Et en fait, du coup, on a 1 mois près, en tout cas jusqu'au 9e mois, pas reçu nos droits, voilà, parce qu'ils comprenaient pas que en fait dans quel compte est lié à du coup telle personne, voilà. Alors c'est la CAF qui impose en plus d'avoir un compte nous commun, enfin voilà, c'est nos deux prénoms dedans, et du coup là c'est un micmac pas possible, mais comment ça, voilà. Donc voilà, les coups de gueule sont plus de dire s'il y a encore de quoi se battre, il y a encore des progrès à faire, même s'il y a des avancées, il faut le reconnaître. Moi, mon fils, il est là, c'est que c'est faisable, c'est possible, mais il y a encore des choses sur lesquelles faire avancer la société, quoi. Et dans ce parcours de la PMA, est-ce qu'il y a des choses... Alors bien sûr, ton fils est là, comme tu disais. Est-ce qu'il y a des choses... Là, tu parlais des playlists, des choses super cool que vous revoyez. Est-ce qu'il y a encore un truc que tu veux raconter sur... Est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que ça vous a encore plus, j'imagine... Ça soude, ouais. Alors, ça soude ou dessoude, hein. Ouais, c'est je ça. pense, vraiment. Hein. Surtout, en plus, passer par des échecs, je pense que ça ressoude, si c'est possible en tout cas, ou ça dessoude. Repasser par une grossesse extra-utérine, ça renforce aussi le lien. Ça, c'est clair, je pense qu'on avait dans la tête que faire une PMA seule, ouais, pourquoi pas. Je suis admirative des personnes qui le font seules, parce qu'honnêtement... j'étais vraiment, vraiment très contente que ma compagne soit là et qu'on fasse ça à 2, en fait. Mais ouais, ça nous a vraiment soudés. L'insémination qui a fonctionné, c'est l'anniversaire d'un très, très, très bon ami. C'est le jour de l'anniversaire d'un très, très, très bon ami qui a suivi beaucoup, beaucoup, beaucoup notre PMA, et qui, le jour où on est parti, a dit « Ah, c'est sûr, de toute façon, c'est mon anniversaire. C'est sûr, ça marchera. » Ah merde, oui, ça marchait. Mais du coup, voilà, il y a un lien... il y a un lien très fort à lui, et puis nous c'est un 19, ça a fonctionné. Tous les 19, on rend hommage à la Belgique
soit buvant une bière, soit en mangeant des frites. Et c'est un truc qui est hyper important pour nous, pour qu'on achète tous les 19. Déjà, mon fils, maintenant qu'il est l'âge, peut manger des frites avec nous et qu'on lui raconte pourquoi on mange des frites et que ça ne devienne pas un tabou, enfin en tout cas, soit quelque chose de dit. Et nous, ça nous fait toujours autant plaisir de parler de la Belgique. S'il y a un match et qu'il y a la Belgique, on se dit, oh, de base, on est pour les Belges, obligatoirement. Voilà, sans aucune raison, parce que, en fait, voilà, mais voilà, on est un peu plus fan de la Belgique de jour en jour. Ouais, c'est un parcours qui est chouette, qui est intense, mais qui pour nous a été vraiment très salvateur dans notre lien de couple. Merci. Et puis je pense que voilà, faut aussi entendre ce que tu disais, cette discrimination qui est toujours là, qu'il faut pas oublier. Je pense que c'est important de le rappeler aux personnes qui nous écouteront que malheureusement, la discrimination pour les personnes LGBTQIA+, est toujours là. Ouais, complètement. On va terminer cette entretien. Merci beaucoup, Ellie. Merci pour ta vulnérabilité, ces partages. C'était chouette de t'avoir aujourd'hui. Et puis merci parce que là, pour l'instant, on a une personne sur le parcours du PMA, de la PMA, pour en parler. Et puis surtout que je pense que c'est d'autant plus intéressant parce que du coup, tu es une femme lesbienne qui vit en couple avec ta partenaire. Ouais. Et merci à toi. Merci. Vous venez d'écouter un épisode de Casse & Pause. Si Casse & Pause vous a plu, je vous serais reconnaissante de vous abonner, de le liker, de le partager, de le commenter pour que ce podcast vogue encore plus loin. Je vous laisse sur les notes de Free Your Soul de l'artiste britannique Handpan Joe, un joueur de handpan. Joe a très gentiment accepté que j'utilise sa musique pour le podcast. Je vous invite à l'écouter, ce qu'il fait d'une douceur incroyable. D'ici là, take care.